croyez-moi, si les arbres pouvaient parler, eh bien de nombreux secrets seraient révélés. Tout de suite, rencontre avec Edith Bollen, alias la Dame du Jardin, pour une visite pas comme les autres, de la Chine jusqu'en Amérique, en passant par nos belles campagnes. Mais d'ici, as-tu fait? Ça vous intrigue? Vous allez comprendre. C'est parti. Je me trouve à présent dans les jardins de l'abbaye de Tuffet avec Edith Bollen, alias la Dame du Jardin. Et comme je vous l'ai dit, c'est une exclusivité, rien que pour vous, une visite privée des jardins de l'abbaye avec Edith. Bonjour Edith, ça va bien? Mais oui, ça va parfaitement bien. Un peu chaud et les plantes ont chaud, mais tout va bien, merci. Alors Edith, où nous trouvons-nous précisément à cet endroit? Alors nous sommes dans la partie, dans l'espace que nous avons appelé le parvis des plantes sacrées. Il y a une petite raison à cela, c'est que lorsque cette abbaye avait encore une abbatiale, c'est-à-dire une église dédiée à l'abbaye et qui n'était pas l'église pour le village, l'abbatiale se trouvait exactement ici. Donc nous sommes vraiment dans un endroit qui a été extrêmement sacré. Mais pour essayer de faire un petit clin d'œil quand même aux plantes sacrées à travers les âges, nous avons mis ici des plantes qui ont été des plantes sacrées de façon très très ancienne. Certaines ont continué leur vie en étant sacralisées et même christianisées, et d'autres sont devenues des mauvaises herbes, les pauvres. Oh bah c'est horrible, mais enfin, et alors quelles sont-elles? Je vais vous présenter la mauvaise herbe, qui a été une des plus grandes plantes sacrées. Venez avec moi. Vous voyez cette petite chose? Oui. Toute petite, toute légère, toute fine. Regardez de près peut-être sa fleur. Et je ne sais pas si elle vous fait penser à d'autres plantes un peu plus connues. Alors moi pas nécessairement, nos téléspectateurs peut-être. Et nos téléspectateurs, je pense qu'ils connaissent quelqu'un de sa famille qui est beaucoup planté sur nos ronds-points parce qu'elle résiste à tout. La voilà, qu'on appelle la verveine de Buenos Aires. Buenariensis, moi j'ai toujours cru que ça voulait dire qu'elle était bonarien, pas du tout, ça veut dire qu'elle est de Buenos Aires. Le latin parfois, bizarre. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Et celle-ci, eh bien, c'est carrément la plante de Vénus. Oh, tout un programme, la plante de Vénus, mais encore. C'est la plante de Vénus. La plante de l'amour donc. À la plante de l'amour, la plante des femmes, la plante des guérisons des femmes. Et c'est la plante des devins qui, grâce à ses propriétés, entrait sans doute dans des états modifiés de conscience et pouvait prédire l'avenir aussi. Alors cette plante, elle a servi à faire des couronnes aux dieux grecs, elle a servi à faire des couronnes aussi aux prêtres grecs et aux prêtresses, mais celle qu'on appelle aujourd'hui verveine et que tout le monde met dans ses infusions n'est pas du tout celle-ci. Ah. C'est une usurpatrice. Mais qui est-elle alors? Alors, la verveine que l'on met en infusion, c'est même pas de la même famille. Elle s'appelle Lipia odorata. C'est notre verveine citronnelle, notre verveine citronnée. Oui. Quand vous prenez un tilleul verveine, ça n'est pas de la verveine. Ça c'est fort alors. Oui, c'est fort, vous ne saviez pas. Mais la verveine, la voilà. La voilà. L'herbe de Vénus. Alors, on l'appelle l'herbe aux enchantements. Évidemment, elle est entrée pendant des siècles et des siècles dans tous les filtres d'amour. Évidemment, forcément. Et puis surtout, elle a une très jolie propriété. On dit qu'elle densifie les rêves. Oh, c'est joli. Ça vous plaît, là, densifier les rêves. Eh bien, densifier les rêves, ce sont ces propriétés peut-être très légèrement hypnotiques et qui lui permettent d'ouvrir la conscience et peut-être d'abord de se souvenir de ses rêves et d'avoir des rêves plus intéressants que l'on peut ensuite analyser. Des rêves prémonitoires en quelque sorte. Des rêves prémonitoires ou des rêves qui permettent d'analyser une situation et évidemment de donner les bons conseils à la personne qui vient vous demander d'analyser ses rêves. Alors ça c'est quand même extraordinaire. Et cette magnifique plante est devenue la vilaine plante, la mauvaise herbe. Voilà, c'est-à-dire qu'il semblerait qu'on n'ait pas réussi, contrairement à beaucoup d'autres, à la christianiser en quelque sorte. Et puis Vénus c'était quand même un peu lourd à christianiser, c'était difficile. Hein. Et là voilà. Et nous, on l'a mis à l'honneur, on lui a mis même un carré à elle toute seule, voyez-vous. Nous, on la trouve ravissante. Hein. Sauf que, évidemment, elle a tendance à s'installer un peu trop dans nos jardins. Oui. Donc, on n'aime pas ça, puisque ce n'est pas nous qui l'avons plantée. Donc, c'est ça. Donc, du coup, on l'enlève et on l'arrache. On l'enlève, mais nous lui avons mis des verveines cultivées à côté. Ça, c'est une verveine astata qui est très jolie, vous voyez. Et puis, cette fameuse verveine des Buenos Aires, qui, elle, est une vraie verveine. Ornementale. Accessoirement. Voilà, celle-ci. Voilà. Vous avez
Alors, évidemment, elles sont entourées de plantes qui ont sans doute eu des propriétés, mais qu'on ne connaît pas, et qu'on va appeler le doigt de Dieu. Mais ça, c'est aussi l'oreille de lapin, tout simplement. Mais on l'appelle le doigt de Dieu parce que c'est quand même, il paraît que Dieu est gentil. Donc, Quel est le rapport avec l'oreille de lapin? On n'a pas compris, hein, mais c'est pas... C'est juste sa forme en fait. simplement, si vous la touchez, Ah, c'est tout et si vous C'est voyez tout cette forme, Bah oui, ça ressemble à une oreille de lapin, effectivement. c'est le délice des enfants qui viennent ici, l'oreille de lapin. C'est trop chou. Mais c'est le doigt de Dieu quand même. Cela dit, on ne connaît pas ses propriétés. C'est ballot. Peut-on connaître les propriétés du doigt de Dieu? C'est autre Non. chose. A priori pas. Alors, Je vais vous emmener en voir une autre Ah. qui a un peu la même histoire. Vous êtes encore dans la Grèce, mais peut-être une Grèce encore plus archaïque, au moment où c'est le dieu Pan qui règne, avant même Apollon. Et celle-ci, vous voyez, celle aussi, c'est devenue une mauvaise herbe de nos jardins. c'est marrant, ça ressemble à du persil un peu. Hein. Ça ressemble à du persil. Alors, on aurait pu mettre du persil. Le persil faisait partie des plantes qui étaient offertes aux dieux grecs. Mais celle-ci, vous la connaissez, c'est l'armoise. Alors, l'armoise, c'est la plante de la déesse mère. Quand Artémisia était la grande déesse, la déesse mère, c'est la plante des femmes. C'est la plante des femmes, c'est la plante de la lune. Et elle avait quelle propriété cette plante alors? Alors, elle fluidifie le sang, elle fluidifie, c'est donc elle aide évidemment à tout ce qui est au cycle menstruel. On dit que Artémise est la déesse des accouchements, la déesse de la fécondité aussi. Et on va la retrouver aussi, par exemple, en Chine, sous forme de, vous savez, des petits moxas, ces petites cônes que l'on fait brûler sur les points d'acupuncture. Et ce n'est pas tout à fait la même sorte d'armoise. En Chine, c'est l'armoise annua. Mais c'est le même principe. C'est la déesse de la lune. Alors, on sait bien que la lune fonctionne avec les marées, avec tout ce qui est l'eau. Et donc de là à se dire que cette déesse Artémisia était la plante des femmes qui avaient des cycles lunaires, et qui ont toujours d'ailleurs des cycles lunaires. Normalement, oui. Normalement. Vous faites très déesse d'ailleurs, hein, Edith, sous l'arbre comme ça avec les plantes qui viennent au-dessus de votre tête, ça fait une couronne. Ah, il est bien sacré aussi celui-là. Et voilà donc la déesse de la lune, parce que l'armoise, elle a la propriété de refléter en quelque sorte la lune dans ses feuilles argentées. Et il existe maintenant énormément de variétés d'armoises qui sont des armoises cultivées, que vous voyez ici. Dans ce carré. Il y en a une que vous connaissez sans doute parce que vous la mettez dans votre cuisine, qu'on appelle carrément l'armoise du dragon. Ah, carrément, oui. Artemisia dragonculos, eh bien c'est l'estragon, tout ça. C'est bon l'estragon. Une sauce à l'estragon, c'est Si délicieux. vous voulez en prendre pour votre sauce, elle est là. Bah, écoutez, oui, volontiers, j'en prendrai pour mettre sur mon poisson. Et alors pourquoi cet arbre est si sacré? Alors lui, parce que c'est l'arbre des morts. C'est celui qui permet... Mort, M-O-R-T, hein. M-O-R-T-S. Oui, pas des morts M-A-U. Il y en a, des arbres des morts sans doute, des pins notamment. Mais ça, c'est l'arbre des morts, c'est l'arbre de l'immortalité parce qu'il est toujours vert. Donc, on a décrété que c'était l'arbre qui veillait sur les morts. Mais surtout, dans les traditions anciennes, c'est l'arbre qui évite aux morts de remonter embêter les vivants. Oui, et aux vivants de ne pas vous voir. Moi, je vous vois pas. Voilà, vous ne me voyez plus. Je vous vois plus, Edith. Non, vous voyez, à force de se cacher dans l'if. Allez, on va se laisser parler. Voilà, mais bon, ça, d'ailleurs, régulièrement, il y a eu des résurgences, des cultes autour de l'if. On sait que, par exemple, au XVIe siècle, il y a un évêque de Rennes qui a voulu que tous les prêtres, j'allais dire, éradiquent les ifs de tous les cimetières. Parce qu'il y avait eu des pestes, il y avait eu des choléras, il y avait des choses, et un certain nombre de croyances avaient repris sur les ifs. C'est-à-dire qu'on apportait des vêtements des enfants, on apportait des choses, on attachait ça aux ifs dans les cimetières, et il a trouvé que c'était bien païen quand même. Et donc il a ordonné à tous les prêtres de son diocèse De les abattre. Et si on a ce texte, c'est parce que le Parlement de Bretagne a dit que non, pas du tout, c'est pas d'accord. Les cimetières, ça appartenait à l'État, en quelque sorte, et pas au diocèse. Et comme ils se sont bien battus comme ça pendant un an ou deux, évidemment, on a les textes.
Cela dit, ça a peut-être permis aux ifs de perdurer et de rester des arbres de cimetière. C'est très beau un if. Cet après-midi, nous allons distribuer à nos Visiteurs? à nos participants qui auront le courage de venir, 2 plantes. L'une n'est pas ici, l'autre est là, celle-ci, Ça, c'est la plante sacrée par excellence, on l'appelle l'herbe sacrée. Je peux sentir. Vous la reconnaissez, vous la sentez? La sauge. Voilà, c'est une sauge. Alors, sauge, évidemment, celle-là, salvia, pardon. C'est bon? Salvia, c'est celle qui sauve. Hein, c'est son nom, c'est bien ce qu'elle veut dire, salvare. Souvent on dit qu'il faut faire des fumigations de sauge pour nettoyer une maison, un lieu. Absolument. Et d'ailleurs, ça a été très très longtemps employé, notamment à l'Hôtel-Dieu. Ils utilisaient, encore au XVIIe siècle, des fumigations de sauge et de romarin dans les chambres des malades. Pour désinfecter. Pour désinfecter et surtout parce que aussi ce sont des plantes qui aident à faire passer la fièvre, les deux. Donc on en parlera assez volontiers, mais c'est une plante qui est sacrée aussi dans beaucoup d'autres endroits. Si vous prenez par exemple les Indiens d'Amérique, les Lakota notamment, enfin un certain nombre d'ethnies, notamment les Sioux, toute l'histoire de leur médecine est basée sur 2 plantes. À savoir la sauge. La sauge odorante et la flouve odorante. Et en fait, un jour, il y a fort longtemps de cela, la légende indienne nous raconte que dans un moment d'éveil, une femme est apparue. C'était rien de moins que la femme bisonne blanche, la femme du grand esprit, et qui est apparue. Elle portait sur un bras, une brassée de flouve odorante et de l'autre une brassée de sauge. Alors, là-bas, c'est la sauge blanche, ça n'est pas celle-ci, une brassée de sauge. Et c'est ainsi qu'elle a désigné le premier homme médecine au monde, le premier chaman. Donc là, nous devons à une variété de sauge le fait d'avoir eu des médecins, des guérisseurs et des gens qui entraient en contact en fait avec les forces de la nature pour guérir les pauvres humains que nous sommes. Eh bien écoutez, Edith, c'est passionnant. Moi, je pourrais vous écouter toute la journée, surtout qu'on est à l'ombre. Mais on ne va pas tout déflorer, hein, nos téléspectateurs. S'ils ont envie de savoir ce qui se passe à l'abbaye Tuffet, il faut qu'ils y viennent dans les jardins. Et Edith, alias la Dame du Jardin, vous racontera tout, mais alors tout, les secrets des plantes et des arbres. Merci, chère Edith. Eh bien, merci à vous. Et bien voilà, on quitte Edith, direction Grand Lucé. Avant de partir, je tenais à vous informer que ici, à l'abbaye de Tuffet, il y a une très très belle exposition de Damien Cadio jusqu'au 18 septembre. N'hésitez pas à venir visiter les jardins et voir cette très belle exposition. Allez, nous, on part à Grand Lucé.